Juste une petite précision, l'IRES, c'est l'Institut de recherche pour l'enseignement des sciences Ah bon, à l'Université Paul Sabatier. Et donc, merci. effectivement, je fais partie du groupe Esprit critique, sciences et médias. Juste pour expliquer un petit peu, ce groupe, c'est un groupe qui est constitué d'enseignants de physique, chimie, de SVT, collège et lycée, et d'enseignants-chercheurs dans les domaines scientifiques. Et donc, nous travaillons ensemble à la conception de ressources à destination des enseignants et nous concevons également des formations à destination des enseignants. Et donc, c'est dans ce cadre-là souvent que nous proposons, comme l'activité que je vais vous proposer aujourd'hui, une progression en astronomie qui va aboutir à un travail sur des controverses pour permettre aux élèves d'acquérir des postures liées à l'esprit critique. Donc, dans les programmes, donc le déroulé de ma présentation va se faire en 4 étapes. Donc, l'esprit critique dans les programmes, la connaissance scientifique, comment on va faire pour travailler l'esprit critique en classe et des adaptations pédagogiques. Donc, dans les programmes, on voit que l'esprit critique revient à plusieurs endroits, aussi bien en formant les élèves à agir en exerçant des choix éclairés, à vivre et à préparer une citoyenneté responsable. On voit l'esprit critique aussi qui pourrait intervenir dans l'organisation de débats scientifiques ou de débats même sociétaux. On voit également l'esprit critique apparaître dans des postures scientifiques qui sont faites d'attitudes, de capacités, avec des capacités liées à la démarche scientifique, observer, expérimenter, et l'approche scientifique qui va permettre de nourrir le jugement critique. Donc, Denis a parlé tout à l'heure de la rosace qu'on voit sur Eduscol, où on a, qui recense un petit peu des attitudes, des états d'esprit, des ensembles de pratiques liés au travail, des interprétations, confronter, distinguer les faits des interprétations ou évaluer une information, liées également à des postures des élèves. Je vais vous présenter donc comment on pourrait, avec des élèves, comment on travaille, comment on peut, avec les élèves, permettre à ces élèves de développer leur esprit critique et adopter des postures qui soient transposables dans la vie courante. Donc, parmi toutes les définitions de l'esprit critique qui apparaissent dans la littérature, il y en a une qui m'a paru intéressante pour justement l'adapter à des pratiques de classe. C'est l'esprit critique qui est un ensemble d'habitudes et d'attitudes liées au discernement, à la réflexion, à la vigilance sur ses jugements et ceux des autres. Donc, les objectifs, comment dire, les objectifs pratiques qui pourraient découler de cette définition seraient d'être capable de discerner une opinion d'une théorie scientifique, de se fier sur des arguments qui sont basés sur des faits plutôt que des sensibilités individuelles, les siennes ou celles des autres, d'être capable de reconnaître des arguments fallacieux et de savoir comment se construit une théorie scientifique, pour voir un petit peu comment a évolué le savoir scientifique au cours des différentes représentations en fonction des différents contextes qui puissent être sociétaux, géographiques, politiques, et ensuite de savoir différencier le consensus établi par la communauté scientifique des recherches en cours. L'intérêt pédagogique du travail de l'esprit critique, c'est, comme on le voit apparaître dans le socle commun des connaissances et des compétences, de développer l'autonomie intellectuelle des élèves en les aidant à, alors on voit justement à nous apparaître, distinguer des savoirs, des opinions ou des croyances, savoir argumenter et à respecter la pensée des autres. Et c'est dans cet objectif, dans ces éléments que je vais vous présenter justement cette progression. L'objectif également, c'est de se familiariser avec quelques éléments du raisonnement scientifique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui puissent être transposables à d'autres domaines et à la vie courante. L'élève doit pouvoir être formé en tant que citoyen et les éléments du raisonnement scientifique que nous avons à notre disposition,
c'est observer, interpréter ou argumenter. Alors, on commence par qu'est-ce que la science? Si on regarde cette enquête, qui est un sondage d'opinion réalisé en 2001 sur qu'est-ce qui est scientifique, on voit que la frontière entre les sciences et les non-sciences est plutôt mal définie, on va dire. La médecine, c'est plutôt scientifique, la physique, c'est plutôt scientifique, l'astronomie, ça va. L'astrologie, plutôt scientifique à 52,7%, et plutôt pas scientifique à 38,9%. Donc, on ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas trop si l'astrologie, c'est une science ou pas. Donc, est-ce que l'astrologie est une science? En fait, l'astrologie affirme que la personnalité d'un individu va dépendre de l'influence des astres au moment de sa naissance. Et donc, connaissant la date de naissance d'un élève, on doit pouvoir établir son profil astral, on doit pouvoir établir sa personnalité. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on a le test de Forer qui consiste à proposer une description de la personnalité d'un individu. Et je propose ce test aux élèves et je leur fais évaluer entre 1 et 5 si cette description correspond à leur personnalité ou non. La réponse en moyenne, que ce soit pour les élèves ou que ce soit même pour des adultes, c'est 4,2. 4,2 sur 5, c'est-à-dire qu'en fait, cette description correspond majoritairement à la personnalité des personnes qui passent ce test. En fait, pourquoi on fait passer ce test aux élèves? Pour leur faire prendre conscience de ce qui est le biais de subjectivité qui va consister en fait à s'approprier une définition, une description qui est plus ou moins vague, mais qui n'est pas qui est assez valorisante, qui n'a pas d'aspect négatif. Et donc, nos émotions peuvent entraver notre raison en s'appropriant une définition plus ou moins vague. Et c'est comme ça que fonctionnent un petit peu tous les tests de personnalité. Quand on regarde une image, on vous dit le premier animal que vous voyez va déterminer votre personnalité. On vous donne une image un peu complexe et on vous demande en quelques secondes de voir un animal. Et cet animal que vous allez voir va déterminer votre personnalité. Tous ces éléments-là, ce sont des tests qu'on vous fait passer, mais qui sont tellement vagues que vous pouvez vous les approprier facilement. Et c'est comme ça que fonctionnent les tests de personnalité. Et donc, la science, elle a pour but d'accéder à une connaissance qui va être objective. Donc, l'astrologie n'a, dans ce sens-là, pas la définition de la science. La science, en fait, c'est quelque chose de complexe, c'est un long processus, Denis en a parlé tout à l'heure, qui va aboutir à une connaissance scientifique à partir d'une problématique, d'observation. C'est un petit peu toutes les étapes qu'on aborde avec les élèves dans la démarche scientifique. On aboutit à une conclusion. Et quand on est dans le domaine de la recherche, la conclusion va être validée par une communauté avec un consensus et va être éprouvée. Donc ça, c'est un long processus, ça prend du temps, plusieurs personnes travaillent dessus et échangent autour des différents éléments de la démarche. Donc la science, c'est long, ça prend du temps et ça ne se limite pas à une observation, mais tout un processus de remise en question et d'expérimentation. Alors, pour ce qui est de notre travail avec les élèves en pratique, on va travailler, comme je le disais tout à l'heure, sur l'observation, sur l'interprétation ou sur l'argumentation. Et déjà, on va bien définir ce que c'est que observer, qu'est-ce que c'est qu'interpréter. Donc, l'observation, en fait, dans le cas de l'observation, parce qu'on voit que souvent les élèves confondent observation et interprétation. L'observation, c'est dire uniquement ce que l'on voit, il n'y a pas d'interprétation. Par exemple, quand on fait faire aux élèves le test de présence de l'eau avec le sulfate de cuivre anhydre et qu'on met au contact du sulfate de cuivre anhydre avec une carotte, les élèves peuvent observer que, entre guillemets, la carotte contient de l'eau. La carotte ne contient pas d'eau. La carotte, le sulfate de cuivre anhydre en présence de la carotte devient bleu et ça, c'est l'observation. La poudre devient bleue.
De là, parce qu'on a des connaissances, parce qu'on a la connaissance qui dit que le sulfate de cuivre anhydre devient bleu au contact de l'eau, ça c'est l'interprétation, on peut en déduire que la carotte contient de l'eau. Mais ce qu'on voit, quand on dit dire uniquement ce que l'on voit, c'est la couleur du sulfate de cuivre. Donc, l'observation doit être, la phrase qui consiste à exprimer l'observation doit pouvoir commencer par « je vois que » ou « j'observe que ». Et là aussi, on parlait de vocabulaire, la nécessité d'utiliser un vocabulaire précis pour exprimer les observations. Ensuite, l'interprétation. L'interprétation, c'est la deuxième phase. C'est la phase qui va consister à faire coïncider l'observation avec les connaissances. On a des connaissances, on les met en lien, on les confronte à l'observation et on va pouvoir ensuite aboutir à la conclusion. Mais cette interprétation, c'est le lien entre l'observation et les connaissances. Donc, la phrase qui permet d'exprimer les interprétations doit commencer par « car » ou « parce que » ou « par donc ». Donc, il y a tout un travail aussi là d'utilisation des mots, du vocabulaire, pour être précis dans ce qu'on est en train de construire. À la fin de l'interprétation, on fait quand même attention que l'explication soit en rapport avec la question de départ. Alors, dans le but de distinguer les faits et les interprétations, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on pose la question aux élèves d'abord de voir ici qu'est-ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, on peut voir des damiers blancs et noirs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien entre l'interprétation qu'on peut faire de cette observation. En fait, au premier regard, là, ce qu'on voit, je ne sais pas si tout le monde le voit, c'est que les traits sont un peu incurvés vers l'intérieur. Et on pose la question, est-ce que vous voyez des lignes ou pas? Est-ce que les lignes sont droites ou pas? En fait, elles le sont. Parce que si on confronte, c'est ce dont parlait Denis tout à l'heure, le système 1 et le système 2, le système 1 intuitif qui va nous faire imaginer des traits incurvés, le système 2 un peu plus analytique où on prend une règle et on observe qu'en fait les traits ici sont parfaitement droits. Simplement, le fait qu'il y ait des petits carrés au milieu des petits carrés blancs au milieu des carrés noirs fait qu'on a l'impression, même si on ne le souhaite pas, on a l'impression que ces traits sont incurvés. Denis a parlé de cet exemple aussi sur le fait que ici, le trait que l'on voit ici, il est clair puis sombre, alors que ça, c'est simplement lié à l'écran qui est derrière, qui, même si on ne le souhaite pas, hein, là, le trait, il est parfaitement gris du début à la fin de la même teinte, même si on ne le souhaite pas, eh bien, on voit ce trait ici clair et là sombre. En pratique, avec nos élèves, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà s'intéresser à des faits qui sont vérifiables. On ne va pas parler des fantômes, même si on ne va... Il n'est pas question d'essayer de prouver que les fantômes existent ou pas. En tout cas, ce n'est pas un sujet que l'on va aborder parce qu'il n'est pas vérifiable. De même que on ne va pas aborder des questions socialement vives ou des questions qui pourraient susciter une vive émotion chez les élèves parce que dans cet état d'esprit-là, ils ne seraient pas capables de travailler en toute sérénité les postures que nous avons l'intention de leur faire travailler. Donc, tout ce qui n'est pas vérifiable ou tout ce qui est un petit peu émotionnellement déstabilisant, on n'abordera pas ces sujets-là. Ensuite, on ne va considérer que les faits, leur traitement raisonné. Donc, on va faire attention aux hors-sujets, aux manipulations, au traitement des données. Donc, ici, on a une corrélation entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel par pays. Donc, voilà, on a une belle corrélation. Et rapidement, hein, on peut voir dans la presse que manger du chocolat rend plus intelligent. Donc, il faut faire un peu aussi attention à ce traitement de l'information. OK, il y a une corrélation, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité. Ensuite, on va faire attention, on va adopter un doute cartésien sur les perceptions. On a parlé tout à l'heure des pareidolie. Donc, les perceptions, nos sens peuvent nous tromper. On fait attention aussi aux dogmes, aux préjugés et aux biais de confirmation. Donc, ça, c'est
le doute sur nos propres jugements, sur notre propre perception, sans pour autant stigmatiser systématiquement, mais être conscient, avoir une vigilance sur notre propre interprétation. Voilà, ensuite, voilà, on n'est pas capable de tout vérifier, d'être pertinent sur tout, d'être expert dans tous les domaines. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir et savoir faire confiance. C'est là que l'information qu'on va avoir sous les yeux va devoir être analysée. Est-ce que la personne qui parle d'un sujet est experte dans le sujet pour qu'on puisse lui faire confiance? Donc, on va essayer de positionner un petit peu, de se positionner sur une échelle de confiance, sur ce qu'on lit. Alors, Gérald Bronner appelle ça la croyance par délégation, Guillaume Lecointre, la crédulité consentie, mais le but, c'est ça, c'est de savoir et de pouvoir faire confiance. Et puis, à un moment donné, quand on n'a pas le temps, quand on ne sait pas, quand on ne peut pas aller chercher toutes les explications à un sujet, on doit pouvoir suspendre son jugement, pouvoir dire je ne sais pas, pouvoir dire je me suis trompé, ou voilà, je n'ai pas tous les éléments pour me positionner, donc je suspends mon jugement. Dans tous les cas, tout ce travail-là demande du temps. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'on puisse faire percevoir à nos élèves, c'est que toute cette construction prend du temps et demande des moyens. Donc, je vais vous présenter, en lien avec tout ce que je viens de vous expliquer, je vais vous présenter une progression en astronomie, donc au niveau collège, mais elle est tout à fait transposable au niveau lycée. Donc, les prérequis sur lesquels je m'appuie, ce sont par exemple au départ donc, les mouvements en astronomie avec la relativité et la description des mouvements, les mouvements de la Terre autour du Soleil, les jours, les nuits, les saisons, la propagation de la lumière en ligne droite dans un milieu homogène transparent et les ondes. Donc ça, je pars de ça avec les élèves et je fais en sorte je m'assure plutôt que tous ces éléments-là sont bien compris, quitte à revenir un petit peu dessus. Et on va travailler donc sur les représentations de la forme de la Terre. Donc c'est un sujet l'astronomie, c'est un sujet qui est quand même très, très vaste et qui permet justement d'aller vers des contenus disciplinaires qui sont tout à fait en lien avec nos programmes et qui nous permettent d'aller au fond des choses. Donc, au départ, je demande aux élèves d'aller faire une recherche documentaire sur Copernic et Galilée, sur l'époque à laquelle ils ont vécu, le contexte dans lequel ils ont vécu, et sur les contextes scientifiques dans lesquels ils ont évolué. La première séance, on va parler de l'évolution des représentations du système solaire. Donc, avec la représentation d'Aristote, celle de Copernic, puis de la représentation actuelle. Et l'objectif, c'est de faire prendre conscience que le savoir scientifique n'est pas figé, qu'il s'est construit, qu'il a évolué en fonction d'un contexte social et technologique et qu'il peut encore évoluer. La deuxième séance, c'est une séance, là aussi, pour prendre conscience des biais cognitifs. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le test Forer et l'effet Barnum sur le test de personnalité. Donc, qu'est-ce que l'astrologie, qu'est-ce que l'astronomie, la différence entre une science et une non-science. La troisième séance, c'est une séance toujours donc en astronomie avec un travail sur l'argumentation. Et on revient sur Aristote et les cosmographies de Petrus Appianus sur les formes de la Terre, donc les éclipses, les éclipses qui ont été utilisées par Aristote pour prouver que la Terre était ronde. Donc vous avez le Soleil qui est ici, la Terre là au milieu. Je ne sais pas si on voit ma souris, et la Lune qui est sur le côté, et tout ce qui est en noir, en fait, c'est l'éclipse, c'est l'ombre de la Terre. Et donc, l'analyse qui peut être faite de cette cosmographie, c'est de dire que si la Terre était triangulaire, l'éclipse serait triangulaire.
Si la Terre était un carré, l'éclipse aurait la forme d'un carré. Or, voilà, et là, on est dans le raisonnement. Or, étant donné que l'on voit que la forme de l'éclipse de l'ombre est ronde, ben, la Terre est ronde. Donc ça, c'est un travail qui est fait avec les élèves, qui est fait à partir de cette cosmographie. Les élèves aiment beaucoup ça, et parce qu'en plus, ce travail-là permet de construire les différentes étapes du raisonnement. Je sais que, j'observe que, j'en conclus. C'est quelque chose qui permet de poser un petit peu le raisonnement scientifique. On peut travailler également sur des photographies d'une éclipse de lune qui a été prise au pic du Midi en septembre 2015. Et pareil, où on voit la forme, où on voit la forme de l'éclipse et ce qui nous permet de dire, d'en conclure la même chose, le fait que la Terre est ronde. Donc là aussi, le fait de dire que à l'époque d'Aristote, on pouvait adopter le même type de raisonnement que celui qu'on adopte maintenant avec les différents outils, c'est quelque chose qui, chez les élèves, parle beaucoup et qui les rassure aussi un petit peu. La quatrième étape, c'est là aussi un travail sur l'histoire des sciences et le calcul de la circonférence de la Terre avec l'expérience d'Ératosthène. Donc là, on propose aux élèves un texte qui est assez simplifié et qui va être un support pour extraire des informations pertinentes. Donc, c'est une des compétences qui peut être travaillée à ce niveau-là. En plus de comment se construit le savoir scientifique. Et donc, alors, cette séance-là est adaptée en fonction du niveau des élèves, en fonction des élèves qui sont en cycle 4, elle est aussi travaillée en lycée, mais on peut faire différents éléments du programme, on peut faire travailler aux élèves différents éléments du programme en fonction du niveau. Dans le cas de l'histoire des sciences, on peut aussi créer une frise chronologique qui va représenter les différentes formes de la Terre en fonction des époques, en fonction du contexte. Et donc, la compétence qui peut être travaillée à ce moment-là, c'est se repérer dans le temps par rapport justement à la construction du savoir scientifique. C'est toujours intéressant de construire ce type de frise parce que justement, ça montre la progressivité aussi de la construction du savoir. Cette frise, elle a été construite par des élèves de cycle 4, hein, mais on peut l'adapter, elle peut être interactive, et là, il y a pas mal de choses à faire aussi à ce niveau-là. On en vient aux étapes suivantes. Donc, ce sont des séances qui se construisent autour de la cartographie des controverses. On travaille sur la Terre plate et la Terre sphérique. L'objectif, c'est l'analyse d'une information au travers des éléments que l'on vient de voir. Donc, on va travailler également à la suite de cette cartographie, de ce travail de cartographie, le débat avec différents éléments du travail de l'oral. Pour chaque séance, on essaye de viser des objectifs pédagogiques et de viser des connaissances. Alors, quel est l'intérêt d'étudier les controverses? Donc, l'intérêt d'étudier les controverses, qu'elles soient... Alors, là, pour le coup, ce n'est pas une controverse scientifique, c'est plutôt une controverse socio-médiatique, puisqu'il y a un consensus sur la forme de la Terre, un consensus scientifique. Mais ça permet également, à ce niveau-là, avec les élèves, de montrer qu'on peut avoir et on peut trouver encore sur les réseaux sociaux ou dans les médias des éléments, des informations qui, par exemple, qui tentent de montrer que la Terre est plate. Donc, ça permet aux élèves, sur une controverse qui n'est pas scientifique, de travailler l'esprit critique. Donc, on développe l'esprit critique des élèves, on dépasse les idées reçues, on va problématiser les apprentissages, donc on va intégrer les éléments pédagogiques dans les apprentissages. On va susciter un débat argumenté et travailler sur le respect de la pensée des autres. On va s'initier à d'autres démarches parce que là, c'est une démarche en fait qui est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, c'est un peu déstabilisant aussi. On se met un petit peu en danger en tant qu'enseignant quand
on doute, quand on montre qu'on peut faire des erreurs. Et ça, il faut vraiment le savoir et l'intégrer. Et en même temps, ça permet aussi aux élèves de se dire, bon, ben voilà, s'il y a des doutes, ben, nous aussi, on doit pouvoir douter, on doit pouvoir se tromper. Tout ça en travaillant les connaissances disciplinaires et des connaissances transversales. Et l'objectif aussi, c'est de positionner l'élève dans son environnement et de comprendre la complexité du monde. Alors, la méthodologie de l'étude d'une controverse, donc déjà, il faut choisir une controverse. Donc, bien sûr, on va choisir une controverse qui soit en lien avec nos programmes ou au travers de laquelle on puisse travailler les compétences, les connaissances disciplinaires. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi de travailler sur la Terre plate et la Terre sphérique, parce que ça nous permettait de travailler nos connaissances disciplinaires. On va réaliser une frise chronologique, donc soit en amont, soit en aval du travail de la controverse. Donc la frise chronologique qui va permettre de montrer comment le savoir scientifique s'est construit autour de ce thème-là. On va essayer de repérer les différents acteurs qui traitent du sujet, de repérer les différents arguments et les biais qui peuvent apparaître ou pas dans certains articles. On va réaliser un document bilan. Ensuite, on va réaliser la cartographie et donc la possibilité d'utiliser cette cartographie pour débattre. Donc, le choix de la controverse, comme je vous l'ai dit, c'est la Terre plate et la Terre sphérique. Le premier travail d'analyse, ça va être d'abord de faire résumer. Alors, on fait choisir à peu près par élève ou par groupe d'élèves, on fait choisir à peu près 3 articles, 3 types d'informations. Ça peut être également des vidéos. On leur fait résumer l'information qui apparaît dans chaque article, dans chaque vidéo. On leur fait évaluer le type de source. Est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est un site institutionnel? On va évaluer l'expertise de l'auteur. Est-ce que la personne est pertinente à parler du sujet? Donc, ça demande, comme on le disait tout à l'heure, de prendre le temps d'aller chercher l'information. On va caractériser les arguments. Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une opinion? Est-ce que c'est une connaissance? Est-ce que c'est un témoignage? L'objectivité et la subjectivité de cette information. Et on va évaluer l'intention de publication. Est-ce que c'est pour transmettre un savoir, pour convertir, pour influencer, pour faire cliquer, pour faire le buzz? Donc, on essaye de voir si c'est pour faire de la pub aussi, ça peut apparaître. Quelle est l'intention de publication? Et alors, on va faire des regroupements. On va faire des regroupements qu'on va choisir. Un regroupement qui est tout à fait pertinent et qui apparaît, qui doit apparaître systématiquement dans une cartographie, c'est celui de l'argument. Dans une cartographie qu'on traite avec les élèves, c'est celui de l'argument. Donc, terre plate, terre sphérique, quels sont les arguments des platistes, quels sont les arguments des sphéristes? Les intentions de publication, est-ce que c'est pour faire de la pub? Est-ce que c'est pour faire transmettre une connaissance? Et puis, un autre regroupement que j'ai choisi d'aborder, c'est celui des sources. Quel est le type de source? À la suite de ça, on va construire la cartographie avec une sémiologie graphique. Donc, par exemple, ici, sur la cartographie numérique qu'on a créée sur PictoChart, en rose apparaissent les platistes, en vert les sphéristes, et les regroupements, ce sont les regroupements selon les arguments, le type de support ou les intentions. Donc, sur les arguments, on voit l'argument des platistes, c'est l'argument de l'horizon plat, effectivement. Quand on regarde la forme de la Terre, de notre point de vue, elle est plate. L'argument des sphéristes, c'est plus un argument sur la gravité, sur l'argument des éclipses. La forme de l'éclipse de la Terre, elle est l'ombre de la Terre, pardon, pendant une éclipse de lune, elle est ronde, donc la Terre est ronde. Voilà, on peut parfois voir apparaître des arguments de platistes qui pourraient, qui pourraient être des arguments de sphéristes, mais qui ne sont pas les uns avec les autres cohérents.
Donc, il faut voir un petit peu la globalité des arguments aussi qui sont avancés. Et sur les types de supports, les supports utilisés par les sphéristes, ce sont plus des supports institutionnels. Beaucoup de supports de platistes sont des supports des blogs personnels. Voilà. Une autre façon de réaliser la cartographie, c'est tout simplement avec des post-it, des jolis dessins au tableau. Et là, on voit apparaître, donc là, en bleu, les sphéristes et en rose ou en rouge, les platistes. Donc, cette cartographie peut être le départ d'un débat, donc elle peut être le support d'un débat. Et là, ce travail-là va nous permettre de travailler avec les élèves les règles d'un débat. Donc, les élèves peuvent eux-mêmes fixer certaines règles. Par exemple, lever le doigt pour prendre la parole. Ça, c'est une règle que les élèves avancent tout à fait facilement. Écouter les autres. Ne pas élever la voix pour s'imposer. Prendre la parole au moins une fois au cours du débat, ça c'est une règle que l'enseignant fixe en général. L'élève ne pense pas à proposer cette règle et argumenter. Voilà, donc là, en fonction de ce que l'on veut travailler avec les élèves, on peut fixer les règles, sachant qu'il y en a qui sont indispensables. Pour ce qui est donc de l'argumentation, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, je vous ai parlé de l'observation, je vous ai parlé de l'interprétation. L'argumentation, lors du débat, il faut qu'elle soit construite, il faut qu'elle soit pertinente et en lien avec le sujet. Un élément qui est intéressant et qui fait réfléchir les élèves quand ils veulent argumenter, c'est l'élément qui consiste l'argumentation doit permettre de faire progresser la discussion. Il faut qu'elle soit fiable, donc l'argument doit avoir été étudiée, analysée, et puis il faut qu'elle soit étayée. Ici, une grille qui là aussi a été construite en partie avec les élèves, où on présente en fait 3 critères, justement, pour les interventions, des critères d'évaluation des interventions lors du débat, sur la qualité orale de la présentation, sur la qualité des connaissances et sur la qualité de l'interaction avec les pairs ou avec l'enseignant et les observables. Et donc, 4 niveaux d'évaluation de ces critères en fonction des prestations qui sont faites. Voilà. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est de montrer l'importance des méthodes scientifiques, l'importance de l'apprentissage des connaissances, la nécessité de rester humble face aux connaissances et à la construction du savoir, tout au long de la construction du savoir scientifique, dans le but de former des citoyens éclairés. Je ne sais pas si... Voilà, je vous remercie. Ici, toute la bibliographie qui m'a permis de construire cette présentation.